la clé dans toute la délégation des réseaux sociaux, pour moi, un truc que je pense que le dirigeant doit garder, c'est la plume. Je reste très détaché en fait du, euh, du nombre de vues, du nombre d'abonnés, etc. C'est vraiment un aspect plus créatif pour moi, YouTube, et plus me faire kiffer et kiffer les gens. C'est un moyen, certes, mais c'est aussi un endroit de kiff. Et ensuite, il y a le concept de waterfall. C'est-à-dire, on construit pour LinkedIn. Une fois que tu as fait pour LinkedIn, tu vas pas le refaire pour Instagram. Tu prends le même contenu et tu te demandes quelle est l'adaptation à faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de YouTube, qu'on parle d'Instagram. Pourquoi ? Parce que j'ai devant moi là, deux spécialistes incontestés de chacune de ces plateformes. Shubham, tu es l'un des leaders, si ce n'est le leader en France sur YouTube, sur tous les sujets qui concernent le no-code, la growth, la productivité, l'IA. Steven, de ton côté, Instagram, c'est un réseau social de prédilection, j'ai envie de te dire, un réseau sur lequel tu excelles et sur lequel tu fais aussi exploser d'autres comptes, ceux de tes clients. Bref, sur ces deux plateformes, je sais que vos conseils valent de l'or. Et pour aborder cet épisode, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, ou qu'on imagine quelque chose. C'est qu'on imagine passer 24 heures avec vous et on peut observer tout ce que vous faites sur ces deux plateformes. Qu'on puisse voir comment vous les abordez stratégiquement, comment vous bossez, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes à plusieurs, à quoi vous êtes attentif sur ces plateformes pour qu'on puisse justement bien s'inspirer de ténors comme vous sur ces deux plateformes. Peut-être que Shubham, je te laisse démarrer, ça te va? Ouais, carrément. Carrément. Je pense une des choses qui est intéressante et qui est à mettre en perspective, c'est que on n'est pas que des créateurs. C'est-à-dire que Steven et moi, et je pense que Steven sera peut-être d'accord avec moi, sur le fait que 100% de notre activité ne consiste pas juste à créer du contenu. Donc, c'est-à-dire que l'approche qu'on a des réseaux sociaux, ou en tout cas de YouTube pour moi, c'est que YouTube est un moyen. Mon but n'est pas d'être le plus gros influenceur dans ma niche uniquement, mais mon but est d'utiliser YouTube comme un moyen de me faire connaître, comme un moyen pour qu'un business fonctionne et qu'au long terme, les gens puissent avoir une meilleure idée de qui je suis, de mes compétences, et qu'elles puissent croire en moi pour que un jour, on puisse travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ce que je fais avec YouTube. À ne pas confondre avec quelqu'un qui va juste avoir une grosse audience pour pouvoir faire parler d'autres marques, pour pouvoir juste créer, vraiment être dans cette approche uniquement influenceur. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que YouTube, c'est qu'une partie de mon activité, et du coup, je l'ai suroptimisé par la production principale de sujets, ce que j'appelle evergreen, c'est-à-dire que c'est des sujets peu démodables. Euh, un des enjeux et un des trucs compliqués dans mon métier, enfin dans mon industrie, c'est que les choses changent très vite. Et donc, quelle approche je peux avoir pour pas devenir une chaîne de news, mais une chaîne de sujets qui puisse rester au long terme. Et ça, c'est une grosse partie de ma réflexion. Une autre partie de ma réflexion, c'est comment je peux rendre le processus de création peu coûteux pour moi. Ça, c'est toujours un challenge parce que chaque plateforme a ses codes, et donc il faut toujours rester dans la balance de je veux tout systématiser et du coup ça marche pas, et le je veux garder ça de manière très artisanale et du coup ça pète. Donc comment est-ce qu'on peut avoir le curseur au milieu? Et les autres enjeux sur ce sujet, c'est vraiment lire un peu. On parlait de l'IA dans le précédent épisode, mais ça passe beaucoup par l'analyse sur les tendances, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait que les gens, quand ils regardent YouTube, parce qu'on a évidemment les statistiques qui sont du quantitatif, mais comment est-ce que d'un point de vue qualitatif, en discutant avec notre audience, en discutant, en faisant de la user research, on peut comprendre un peu quand est-ce que les gens regardent notre contenu, comment ça les fait sentir, pourquoi ils le regardent, quelle est l'information qu'ils regardent. Est-ce qu'ils regardent ça comme un Wikipédia ou comme un truc qu'ils vont regarder entre midi et deux en mangeant un sandwich, ou plutôt le soir pour se divertir. Et donc selon le moment et la manière dont ils consomment, moi je suis là pour créer du contenu sur mes sujets et de les éduquer là-dessus. Et donc c'est un peu un mix de ça qui fait
que YouTube fonctionne pour moi. C'est sur ces indicateurs en tout cas que je regarde avec cette approche de non-influenceur, mais plutôt un moyen de créer du contenu pour augmenter en trust et en utilisation de cette audience. J'avoue que ça va être un challenge sur ton sujet d'avoir des sujets evergreen. Tu en parlais dans le précédent épisode de l'IA où toutes les semaines ça change. Ça demande beaucoup de jus de cerveau de créer quelque chose qui soit consommable d'année en année sur des sujets qui bougent extrêmement rapidement. Non, mais et qui bouge énormément. Et en même temps, de toute façon, dans tout le monde des réseaux sociaux, c'est vrai sur le sujet de Shubham, mais en fait, les réseaux sociaux changent tellement vite, quoi qu'il arrive, réseaux sociaux ou YouTube, que de toute façon, il faut se renouveler vite, quoi. Même l'humour change, même la créativité photo change. Enfin, en tout cas, donc pour répondre à ta question sur comment est-ce que j'aborde stratégiquement les réseaux sociaux, je suis super aligné avec Shubham. Et donc pour dire d'autres choses, pour ajouter à ce qui vient d'être dit, euh, bon, sur les réseaux sociaux, moi j'ai deux casquettes. Je fais pour moi et je fais pour d'autres. C'est-à-dire que je suis dessus depuis assez longtemps, depuis 2015 en fait. À la base sur la photo, et puis ça a grossi, puis on a plein de trucs, on a Insta, Facebook, etc. Et j'ai commencé à donner du conseil, d'abord pour des potes, puis pour ma copine qui elle est devenue influenceuse, puis pour des petites marques, puis pour des grosses marques. Aujourd'hui, on conseille, là, ça y est, La Roche-Posay, donc c'est une boîte qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc on conseille la direction. Donc en fait, on a vraiment la deux visions, c'est-à-dire que je fais, mais je dois prendre le recul de comment est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait. Et je dirais les réseaux sociaux, le blocage que j'entends le plus, c'est que la plupart des gens pensent que c'est futile, que c'est un truc d'influenceur et que ça consiste à vendre un rouge à lèvres une fois que tu as fait l'île de la télé-réalité ou des trucs dans ce genre. Euh, pour moi, les réseaux sociaux, c'est la capacité de n'importe qui à être écouté par une audience si on sait le faire. Euh, c'est le super pouvoir d'être capable de vendre gratuitement. C'est l'immense différence qu'il y a entre du inbound et du outbound. Outbound, tu as un vendeur, il va décrocher son téléphone, il va appeler 400 fois et il va galérer parce qu'en fait, il va appeler pour essayer de convaincre quelqu'un qui a besoin de rien, qu'il a besoin de nous. Donc, il va y avoir des blocages et il va s'opérer une négociation un peu sur notre expertise, beaucoup sur le prix. Parce qu'en fait, on est personne, donc on propose la même chose que tout le monde, donc on va rentrer en compétition sur le prix. Inbound, euh, quand on a développé les réseaux sociaux, quand on a développé un vrai personal branding, et ben là, pour le coup, la question du prix, elle existe plus autant. En fait, on va attirer des gens qui aiment notre façon de réfléchir, qui aiment notre positionnement, qui aiment notre personal branding, qui aiment qui on est. Et en fait, c'est très humain. Mais une fois que tu apprécies quelqu'un et que tu adhères à ses valeurs et que tu aimes sa manière de faire, tu paieras un coach 2 fois plus cher si tu l'adores et si tu le connais et si tu as l'impression d'être pote avec lui. Et ça, pour moi, c'est le super pouvoir des réseaux sociaux. Que tu sois un petit business, que tu sois même un cadre dirigeant dans une entreprise ou que tu sois le dirigeant d'une multinationale, nous, pour La Roche-Posay, on leur explique comment, quel est le levier LinkedIn pour la dirigeante monde de l'entreprise, comment doit être utilisé son LinkedIn, pourquoi, comment il faut que ça connecte avec des dermatos, avec les patrons de l'industrie, comment elle doit devenir une voice, comment elle doit devenir une source. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle devienne une référente dans le monde entier des femmes dirigeantes d'entreprise pour qu'on aille piocher ses idées, non pas comme une fille qui copie des idées, mais comme une fille qui est à la source, ce genre de logique en fait. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est le super pouvoir de pouvoir développer un personal branding qui est le meilleur outil de vente, qui est le meilleur rempart contre l'intelligence artificielle, parce qu'on ne pourra jamais doubler une personnalité. Si on aime quelqu'un, on va le choisir lui versus une IA. Et, et aussi qui est le meilleur aimant pour des clients, donc vente, mais aussi pour les employés, pour du recrutement. C'est-à-dire que tu peux développer ta marque employeur sur les réseaux sociaux quand tu es super sympa, que tes valeurs sont transparentes, que tout le monde sait comment tu es. Le moment où tu lances un recrutement, tu as déjà des centaines de personnes qui veulent te rejoindre. Et le recrutement est déjà à moitié fait parce qu'on est aligné sur les valeurs, on est aligné sur les ambitions, sur la mission, etc. Voilà, donc c'est pour moi, c'est pas du tout. Influenceur, c'est pas un gros mot en fait pour moi. Non. Et tu sais, Steven, là, ce côté marque employeur, je le vois de deux côtés. C'est-à-dire que si dans ton influence et dans ton personal branding, tu es la même personne sur les réseaux que dans la vraie vie, ça fonctionne très bien. Malheureusement, des fois, l'influence, tu es un personnage. En backstage avec tes équipes, c'est pas du tout la même chose. Et on peut le voir notamment avec des équipes qui déchantent un petit peu parfois. Quand tu es aligné, c'est bon, mais quand tu n'es pas aligné, c'est un peu plus compliqué.
Et là, tu viens de Euh, mettre le doigt sur un des conseils qu'on donne le plus important, c'est il faut absolument être exactement soi-même sur les réseaux sociaux. Moi, c'est mon conseil. Les gros dirigeants qu'on accompagne, on leur dit, si vous avez des petits délires, alors tout en restant corporate, mais genre, si tu es passionné d'un truc, si tu aimes l'humour, si tu aimes un type de voyage, toujours en respectant les codes de ta marque, mais parle-en parce que c'est ce détail qui fait que les gens vont t'apprécier. C'est pas le truc écrit par ChatGPT automatiquement standardisé que tout le monde écrit, c'est l'aspérité qui va attirer, précisément, la singularité. alors, j'essaierai peut-être de rentrer, je vais vous poser la même question à chacun d'entre vous. Shubham, tu as dit, toi, tu mets un focus aussi sur son process de création. C'est quelque chose sur lequel tu mets beaucoup d'attention. Quels sont un petit peu les enjeux pour toi à ce niveau-là? Ou est-ce que tu améliores les choses? Comment tu abordes ça? Bah, je le vois vraiment comme un terrain de jeu plus que comme une réussite à atteindre. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que là, ça doit faire ouais, 3 ans que je fais du YouTube. Je suis passé par plusieurs phases. Bon, déjà, les phases dans lesquelles au début tu es très artisan, puis après tu commences à on va dire, beaucoup déléguer. Tu délègues la partie montage, puis tu délègues la partie réflexion, etc. Puis après tu standardises parce que tu penses que au final YouTube doit être juste une bibliothèque de contenu. Euh, mais plus YouTube avance, la méta YouTube change. Donc je parle souvent de cette méta YouTube, c'est-à-dire que, là où YouTube va, YouTube il y a 3 ans n'est plus le même que YouTube est aujourd'hui. Le search de YouTube n'est plus le même, la discoverabilité de YouTube n'est plus la même, et la manière dont les gens consomment YouTube, les plateformes sur lesquelles ils consomment ne sont plus les mêmes. Donc en fait c'est un petit peu constamment un jeu de comprendre la plateforme sur laquelle on exerce, comprendre les utilisateurs. Je parlais tout à l'heure des moments quand ils consomment, etc. Et puis se comprendre soi, c'est ces moments de création, comment est-ce qu'on se sent quand on bosse avec des personnes, etc. Donc je suis passé moi par plein de phases. Une phase de surstandardisation dans laquelle j'ai créé beaucoup de vidéos qui m'ont permis d'être bon sur des sujets evergreen. Et puis maintenant, plus sur une phase de, tiens, comment est-ce que je peux faire la vidéo précise dont les gens ont besoin, etc. Puis après, je me rends compte d'autres choses. C'est-à-dire que ok, en fait, au moment où tu es devenu la référence sur ton sujet, est-ce que les gens t'attendent vraiment sur le tuto ou est-ce qu'ils t'attendent sur de la réflexion profonde sur dans un domaine. Et en fait, tout ça, bah, c'est un petit peu, je dirais, toujours un process qui est toujours en cours. Et donc, tu vois, j'aurais pas forcément ni de conseils, ni même de standardisation ou de process à me donner à moi parce que je veux constamment, en fait, rechallenger ça. Ça serait trop facile si je sortais une vidéo par semaine et qu'elles étaient écrites à l'avance et que tout était standardisé parce qu'en fait, euh, c'est-à-dire que je serais beaucoup trop déconnecté de YouTube. Là, il y a des moments où en fait, je vais créer. Là, ça va faire un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que je sais que la prochaine, je prépare, je suis en train de mettre beaucoup plus de temps, etc. là-dessus, je mets beaucoup plus de soins et je sais que du coup, elle va péter beaucoup plus. Alors que quand je suis dans la standardisation, je vais avoir plein de petites vidéos qui vont tourner autour des 5, 10, 20K, mais elles vont pas aller taper les 200K. Et du coup, je suis plus dans le jeu de, oh tiens, comment est-ce que je fais que chaque vidéo tape les 200K. Et donc, pareil là, si ça dépend beaucoup de la stratégie. Je sais que sur certains sujets evergreen, je suis présent et je veux continuer à l'être. Je regarde mes positions tant que je ne suis pas battu sur ces positions, je ne vais pas forcément mettre de l'effort. En revanche, je vais envie de mettre de l'effort sur autre chose. Donc en fait, tout dépend vraiment de à quel moment on en est, sur quelle étape de YouTube, etc. Et donc le process, bah, c'est en réalité qu'il n'y en a pas, qu'il faut toujours un peu rechallenger les choses, quoi. Ouais, génial. Je pense qu'on en avait discuté ensemble. J'ai plus le nom de ce youtubeur américain sur le minimalisme qui parlait beaucoup Matt Davella, de. ouais. Ouais, Matt Davella, Mm. voilà. Qui avait fait une vidéo hyper intéressante où il avait tellement standardisé ses contenus YouTube et son équipe derrière en pensant que ça allait le libérer. Et au final, il s'est rendu compte qu'il mettait beaucoup plus de friction dans son process créatif et de production. Pour revenir à ce que tu es en train de faire en ce moment, Shubham, la pièce de contenu un peu, je dirais pas artistique, mais unique, vraiment léchée, dans les problématiques des viewers, des utilisateurs. Euh, donc peut-être que c'est aussi des phases de création. Et ça, faut l'accepter. Ouais, des phases de soi, des phases de la plateforme, des phases de ce qu'on veut, de là où on se sent le mieux. Et je pense que voilà, tout change très souvent. Le plus important, c'est de rester là au long terme. En tout cas pour moi, quand je mets cette casquette de créateur, parce que pour le coup, le temps que je passe sur YouTube, c'est en tant que créateur et pas en tant que businessman, parce que
en fait, les gens, ils attendent des créateurs sur YouTube, ils attendent pas des gens qui leur vendent des choses. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart des gens qui ne font que de l'infoprenariat sur YouTube ne fonctionnent pas d'un point de vue vue, etc. Parce que, en fait, ils jouent le jeu de tiens, je vais utiliser YouTube comme si c'était une plateforme de pub ou pour faire venir des gens. Et YouTube pénalise beaucoup ce genre de création. Donc, faut jouer le jeu. Malheureusement, j'ai pas 100% de mon temps pour jouer le jeu, sinon je serais contraint plutôt d'avoir un business model qui soit sur de la sponsor, etc., qui soit là dépendant de mes vues et qui me permettrait pas au final de faire ce genre de métier parce que quand chaque vidéo doit taper un max de vues, du coup, tu as beaucoup plus une pression. Et d'ailleurs, moi, je refuse la plupart des sponsorings, si ce n'est 100% des sponsorings, parce que je sais que sinon, j'ai une pression en plus à faire des vues et du coup, je vais mettre la pression en plus, alors que je sais très bien si que je m'auto-sponsorise parfois mes vidéos par mes formations ou mes produits, bah en fait, c'est beaucoup plus bénéf. Et donc, je reste très détaché en fait du, euh, du nombre de vues, du nombre d'abonnés, etc. C'est vraiment un aspect plus créatif pour moi, YouTube, et plus me faire kiffer et kiffer les gens. Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai pas cette partie rentabilité sur YouTube, etc., que je case totalement à part de mon business. C'est un moyen, certes, mais c'est aussi un endroit de kiff. C'est ce que j'ai pu entendre dans le reportage de Squeezie là sur, je crois que c'est Amazon Prime, où il disait deux choses, c'est rester dans l'air du temps, son plus, enfin, tous les youtubeurs, je sais plus si c'est lui qui l'a dit ou si c'est un de ses amis qui disait, moi mon objectif c'est rester dans le cœur des gens, donc du coup c'est ce que tu dis Shubham, et d'être dans l'air du temps aussi, c'est-à-dire surfer sur les... Et toi Steven, mine de rien avec les réseaux sociaux, t'es constamment dans l'air du temps, j'ai le sentiment que t'es comme si t'avais des antennes en fait, tu captais ça. Oui, j'en ai, elles sont derrière. Mais c'est pour ça on les voit pas trop de face. Non, mais alors attends, tu vas voir, ma réponse va être super complémentaire par rapport à Shubham, parce que encore une fois, comme dans un précédent épisode qu'on a fait, je pense qu'on est tous les deux d'un côté opposé d'une médaille. Médaille d'or des JO, bien sûr. Non, c'est en gros, Shubham est un créateur de contenu qui s'est dit, ok, faut quand même que je puisse en vivre. Et donc, le challenge pour Shubham, c'est ok, je me lance sur YouTube, ok, c'est cool, mais comment est-ce que je peux vendre? Et nous, les gens qu'on accompagne, c'est des gens qui ont des boîtes et qui n'ont pas de réseaux sociaux. Et c'est comment ils pourraient être sur les réseaux sociaux. Ils ont le business, tout va bien, ils facturent tout ça, mais et, et c'est une approche presque opposée. C'est pas comment je peux rester dans le cœur des gens, comme Squeezie qui est devenu méga connu. Et pour Squeezie, ce serait problématique de faire trop de business. Les gens se sentiraient trahis. Alors qu'un business, c'est le contraire, c'est les gens m'aiment pas. J'ai un business, je suis Carrefour, je suis Amazon, les gens nous aiment pas, on est une grosse boîte. Et donc c'est le problème inverse. Et en fait, j'ai eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase avant de former sur les réseaux sociaux, j'ai construit les miens. Et c'était une phase très artisanale. 2015, je pars en tour d'Europe en van avec des potes, je fais des photos, je les poste, je mets des textes qui sortent des tripes. J'y passe 8 heures par jour comme un malade. Ça explose, ça marche, c'est trop drôle et tout. Et puis ensuite, à un moment, je me dis, bah, faut quand même que je puisse payer mon loyer, etc. Donc je re-rentre dans les cases, je monte ma boîte, tout le truc, ça grossit. Et là, à un moment, je me dis, ok, j'aimerais bien aider les gens pour ça. Donc là, on a aidé depuis 2-3 ans. On a créé 2000 Reels pour des clients, on a formé des milliers de personnes, et j'ai fait le travail ultra fort pour des gens que je me suis jamais fait pour moi-même et qu'on est en train de faire pour nous-mêmes du coup depuis 6 mois, qui a été de mettre le truc carré. Et donc j'ai un peu une manière, quand tu parles de zéro sur les réseaux sociaux, pour identifier comment faire le truc. C'est-à-dire que déjà, il y a une première étape que la plupart des gens sautent, c'est pourquoi tu veux des réseaux sociaux. Tu vois, genre, la plupart des gens, ils vont sur Instagram, ils disent, faut que je lance un compte, faut que je lance un TikTok, faut que je... Ok, mais c'est quoi ton objectif? Et souvent, l'objectif quand tu es un business, c'est de développer ton business. Fin de l'histoire. Tu vois, c'est parce que souvent les gens confondent. Ils vont se dire ouais, moi j'ai un business de ça, donc je vais faire un Instagram pour être connu. Non, c'est pas ça. Donc ça va te donner beaucoup de réponses. Ton Instagram, ton YouTube, ton LinkedIn, etc. Tu es censé créer du contenu qui va servir ton why, ton ambition. Rapprocher des gens qui ont la même vision que toi, mais in fine, être capable un jour de pouvoir vendre ton produit. Sinon, tu te retrouves dans le problème de l'influenceur qui a développé une audience et qui a du mal à vendre un truc parce que les gens se sentent trahis. Donc, dès le début, mettons en tête, ok, moi, je fais de la diététique, je veux lancer mes réseaux sociaux, il faut que je parle de diététique d'une manière où un jour, quand je vends de la diététique, ça tombe tout seul, ça marche tout seul. Euh, le deuxième gros élément de mindset, pour moi, en tant que. Aujourd'hui, en fait, il y a trop de trucs à faire. Il y a de tout. Il y a de l'IA, des réseaux sociaux, il y a du business, il y a trop de trucs à faire. Donc, il faut être
intelligent dans sa création de contenu. Minimaliste, automatisé, faire des process. Et pour moi, ma vision, c'est de me dire, et je vais donner l'exemple de ce qu'on fait nous, pour arrêter d'être trop théorique. Notre studio photo, on est en train de, là, depuis 6 mois, de réfléchir qu'est-ce qu'on va produire comme contenu. Et je me suis dit, notre studio photo, mon intuition, c'était de dire, Instagram. Et après, je me suis dit, mais non, pas du tout. En fait, si mon objectif est de faire des réseaux sociaux pour vendre sur mon studio, alors c'est LinkedIn, parce que c'est là qu'il y a des directeurs marketing, des gens en ressources humaines, etc., etc. Et donc, mon obsession maintenant va être de créer du contenu pour LinkedIn, fait pour LinkedIn, qui va marcher sur LinkedIn, qui va percer sur LinkedIn et qui va convaincre des gens in fine de vouloir bosser avec nous. Donc, on va leur démontrer qu'on est super fort en photo, qu'on a des idées, qu'on sait utiliser l'IA, on va montrer nos valeurs, à quoi ressemblent les gens qui bossent chez nous, mais d'une manière très intéressante pour les gens qui nous écoutent. Plutôt que de déballer ce qu'on a envie de dire, plutôt d'apporter énormément de valeur, in fine, sur ce qui fait qu'on va pouvoir vendre. Donc, il y a le concept de source. C'est quoi ta source? Et nos contenus vont être pensés pour LinkedIn. Et ensuite, il y a le concept de waterfall. C'est-à-dire, on construit La nos cascade. choses. Cascade. On construit pour LinkedIn. Une fois que tu as fait pour LinkedIn, tu ne vas pas le refaire pour Instagram. Tu prends le même contenu et tu te demandes quelle est l'adaptation à faire. Est-ce qu'il faut plus d'accent sur la photo? Est-ce qu'il faut un texte plus court? Et puis ensuite, le décliner pour Facebook. Facebook, il faut un texte un peu plus long. Il faut prendre en compte que les gens ont une moyenne d'âge un peu plus élevée, qui sont moins éduqués à la technologie, etc. Mais pour moi, il faut une source prioritaire et une cascade. Et ensuite, un autre sujet qu'a évoqué Shubham tout à l'heure, c'est les recettes. Pour moi, il faut des grosses recettes. Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant. Et recette, c'est quoi? C'est une suite de choses qui s'automatisent. Moi, je vois 5 grosses catégories. C'est comment tu fais pour avoir des idées illimitées. Donc, tu as la phase d'idéation. Tu vois, donc, par exemple, une recette pour nous, ce serait, dès qu'on fait un job avec le studio, il faut trouver 5 posts de conseils sur ce qu'on vient de faire qui peuvent inspirer des photographes. Une autre idée, c'est interviewer des mannequins sur leurs valeurs. J'en sais rien. Tu vois, donc, idéation. Ensuite, tu as la prod. Comment est-ce que tu arrives à produire en masse? Donc, la pire erreur, c'est de faire un contenu. C'est ce que je faisais avant quand j'étais en tour d'Europe, 8 heures par jour, et puis j'avais un post par jour, 2 posts par jour. C'est automatiser la prod pour être capable de tourner 10 trucs d'un coup, automatiser la post-prod pour être capable de tout monter en batch, automatiser la programmation, c'est-à-dire ne surtout pas aller sur Instagram pour poster un truc, mais prendre un logiciel qui va poster pour toi de tous les côtés. Donc, tu passes 2 heures à programmer 30 contenus et tu t'en occupes plus. Et puis, un process pour analyser ce que tu as fait. Et une fois que tu as analysé, les trucs qui marchent, tu en fais plus, les trucs qui ne marchent pas, tu corriges, etc. Et cette logique-là, ce rouleau compresseur, c'est ce qui permet que ça fonctionne sur les réseaux. Savoir pourquoi tu le fais, apporter énormément de valeur aux gens et avoir un rouleau compresseur de création de contenu pour pas que ça te prenne tout ton temps. Génial. De vos deux partages, moi, il y a 3 points sur lesquels ça me permet de refléter sur ce qu'on fait chez Squared. Juste le premier point, recette, pour vous mettre dans la confidence. Quand on a fini l'épisode tout à l'heure avec Shubham nous a dit tu pourrais m'envoyer les audios parce que ça m'a donné des idées que je vais mettre dans mon processus, ma recette d'idéation et de création de contenu. Donc ça, c'est effectivement avoir la recette, je trouve ça génial. Un truc que tu dis aussi, Steven, que j'adore, c'est effectivement d'avoir une plateforme source, contenu source, qu'on va aller après cascader, waterfall. Et tu as dit un truc hyper clé que je ne vois pas tout le temps, c'est de l'adaptation. Parce que des fois, on comprend le principe de source et de cascade sur les autres réseaux sociaux, mais genre, on se fait pas chier, copier-coller. Non, 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 non. C'est copier, adapter. Parce que, et ça c'est hyper clé, et j'adore cette notion de why, parce que tu vois, quand je regarde vos réseaux, je vois vos YouTube, vos Insta, vos Facebook, ça dépasse la centaine de milliers de personnes. Nous, chez Squared, on va dire sur Instagram, qui est notre réseau social le plus en vogue, j'ai envie de te dire, on a 1800 là, aujourd'hui, personne, c'est pas grand-chose, mais c'est notre why, c'est-à-dire notre why, on sait que pour que quelqu'un rentre dans nos masterminds, il y a 2 choses, il doit vivre un de nos événements, et c'est du bouche à oreille. Donc, notre Instagram est aujourd'hui là pour montrer la désirabilité événementielle de nos masterminds, quasi essentiellement. Et après, effectivement, vu que c'est du bouche à oreille, c'est comment on fait en sorte que nos membres partagent l'expérience qu'ils vivent, parce que c'est du bouche à oreille. Et l'idée, c'est pas de faire un volume énorme, mais d'être assez clair sur pourquoi on utilise justement quel réseau social on utilise et pourquoi par rapport à la stratégie business. Ouais, et tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que là, tu interroges 2 personnes qui ont beaucoup de followers.
le nombre de followers n'est pas du tout essentiel pour profiter de la vague réseaux sociaux. Tu peux avoir 1000, 2000 followers et faire exploser ton chiffre d'affaires. Si tu es bien niché, bien positionné, que tu apportes énormément de valeur, que derrière tu vends du high ticket ou que tu as des clients qui vont avoir une longue lifetime value, enfin, franchement, 1000, 1500 followers, tu peux déjà commencer à faire pas mal de chiffre d'affaires grâce à ça. Ouais, c'est ça, le nombre de followers, c'est le nombre de billets que tu as dans ton portefeuille, mais si c'est que des pièces de 1 ou que des billets de 5, Des pièces jaunes. c'est ouais, ou alors des pièces jaunes, ouais. Salut Non, mes et petites puis pièces c'est pour ça jaunes, j'espère que vous que allez bien aujourd'hui. t'imagines. Non, mais en tout cas, ouais, je pense que le premier truc que tu as dit, le why, il est hyper important. C'est que si c'est une source pour votre business, bah voilà, on regarde pas les nombres de followers en fait. On est dans une micro-niche, on veut parler à, ça se trouve, 200 personnes max et c'est ok. On va pas aller chercher Tata Janine qui habite dans le fin fond de je sais pas quel endroit parce que en fait, ça va servir à rien, ça va être un chiffre en plus et ça serait même contre-productif parce que elle va voir du contenu qui l'intéresse pas et donc ça va envoyer les mauvais signaux aux plateformes, etc. Donc je pense que le why, c'est ce que tu as dit. Je pense que c'est vraiment se poser la question sur pourquoi on veut y être très clair là-dessus, challenger ce why avec d'autres personnes qui en font. Et le chemin n'est pas un chemin d'un projet qui se fait en 6 mois ou en 3 mois. Je pense que c'est un chemin long, il faut en être conscient et surtout, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense que le nombre de personnes que tu as vues, j'imagine Steven, qui commencent, qui veulent du jour au lendemain et qui comprennent pas pourquoi on n'achète pas des followers ou des abonnés ou des likes, et je pense que tu dois en avoir beaucoup parce que l'idée c'est pas juste de montrer qu'on a une notoriété, mais c'est vraiment de l'avoir selon son why et derrière de vendre si c'est un but dans notre business, quoi. C'est vrai que tu mets le doigt sur un truc super important, juste pour le traiter en 20 secondes pour que les gens comprennent. Euh, les followers, il y a deux choses. Il y a le nombre de followers qui fait un peu l'ego et puis qui donne un peu de crédibilité. Donc ça peut servir à quelque chose d'acheter 100 000 faux followers, juste pour la crédibilité quand tu ouvres la porte et que tu te présentes à quelqu'un. Par contre, en termes de business, il n'y a rien sur 100 000 faux followers. C'est des robots, ils vont jamais rien acheter. Et le vrai objectif des followers, c'est d'avoir une audience qui t'écoute, qui te fait confiance, travailler ton personal branding, qui t'adore et qu'un jour ils postulent chez toi, qu'ils achètent un de tes produits, qui te recommandent. Et donc en fait, il vaut mieux avoir 1000 vrais followers proches de chez toi intéressés par ton produit que 100 000 robots ou même 100 000 personnes au Japon qui ne savent pas qui t'es juste parce que tu as posté un reel viral qui est drôle en faisant une danse débile mais qui ne correspond pas à ton business. Donc toute la difficulté, c'est d'avoir La des vanity followers metrics, quoi. qualitatifs. Ah ouais. 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 Nous, on s'est posé la question, hein, tu vois, chez Square, de se dire, parce qu'on voyait des collègues, tu vois, avoir des gros comptes achetés. Et je me suis posé la question de le faire, tu vois. Puis je me suis dit, bah non, en fait, tu vois, je préfère que justement cette autorité, cette crédibilité, on va essayer de la développer autrement à travers l'image, à travers la mise en avant des membres, des clients, plutôt que d'avoir un truc creux au final. Bah, si tu veux mettre du budget pour acheter un compte, imaginons tu es prêt à mettre, je dis un chiffre au hasard, tu es prêt à mettre 20 000 euros pour acheter un gros compte d'un concurrent, tu vois, un compte qui a 100 000, 200 000, 1 million de followers. Mm. Les 20 000 euros, il vaut mieux contacter 20 comptes et leur proposer 1 000 euros pour faire un post sponsorisé. C'est-à-dire que tu vas sur un compte qui a 1 million, 2 millions de followers, tu dis c'est quoi votre budget pour que je fasse une publication sponsorisée. Ils vont dire c'est 3 000 euros. Et 3 000 euros, tu fais un espèce de compte de post qui a énormément de valeur, un espèce de carrousel, et où tu fais ta pub. Tu apportes beaucoup de valeur et tu dis si tu veux plus de conseils, viens chez moi. Comme ça, tu vas capturer la fraction d'audience qui est vraiment authentiquement, enfin, de manière authentique intéressée par ton sujet, et ils vont aller de l'autre compte vers le tien. Et si tu fais ça 10, 15, 20 fois, tu peux avoir beaucoup de gens qui vont rejoindre ton compte. Hyper intéressant comme stratégie. Est-ce que vous auriez un complément pour terminer cet épisode? On va parler pendant des heures. Moi, Hein, Oui. ouais, on peut en parler pendant des heures. Non, moi, j'ai trouvé ça, en effet, hyper complémentaire. Et ce que tu as dit, Steven, ça me donne plein d'idées en plus. Il y a aussi un truc sur lequel que j'aime beaucoup, en fait. C'est que on a l'impression, ou les gens qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de reach, etc., tu as l'impression d'avoir une petite avance ou quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a tout le temps des nouveaux réseaux ou des nouvelles manières de faire qui rabattent un peu les cartes. Et j'adore ça dans le jeu. C'est-à-dire que il est jamais trop tard en fait. Il y a toujours un nouveau réseau social, une nouvelle tendance, une manière de croître qui va pouvoir exister. C'est vraiment le temps et l'huile de coude. T'en parlais une fois, je me souviens.
Romain, qu'on va pouvoir mettre pour comprendre la plateforme, comprendre les abonnés, comprendre les gens qui vont consommer. Et donc, il y a toujours moyen d'exploser sur un réseau social. Et c'est jamais linéaire. Enfin, c'est rarement linéaire. Et ce qui est génial, c'est que du coup, on se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas fait. Moi, je sais que c'était un changement de dingue dans ma vie de me dire, waouh, putain, enfin, les opportunités que tu as, même les informations que tu as sur un marché, le réseau que ça t'ouvre, la capacité à contacter quelqu'un, elle est juste dingue. Et tout ça, c'est parti d'une vidéo un jour publiée. Donc, pour les gens qui veulent vraiment en faire et qui ont un why clair, en fait, plus t'attends, plus tu retardes l'échéance. C'est un peu comme l'investissement. Plus t'attends, bah, plus tu retardes l'échéance d'un jour que ça compound. Bah, c'est pareil pour la création. C'est juste que le muscle de la création, c'est un muscle et ça prend du temps. Mais en même temps, il y a toujours des possibilités. Donc, franchement, c'est hyper encourageant pour les gens qui n'ont pas encore commencé s'ils veulent vraiment le faire. Et, Il y a bien. Vas-y, Steven, je pardon. prie. Non, Non, dis, vas-y. j'ai quelques petites pépites aussi pour inspirer les gens qui nous écouteraient jusque-là et donc qui probablement sont très intéressés par le sujet. Quelques petites pépites en vrac. Euh, une première chose, c'est que comme n'importe quel dirigeant, mon principal problème, c'est le temps. Et donc, j'essaie au maximum de déléguer. Alors, c'est super dur quand c'est les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, surtout quand ils sont incarnés, c'est-à-dire qu'on me voit sur mes réseaux sociaux, déléguer quelqu'un qui utiliserait ma tête, c'est pas fou. Donc, la difficulté, c'est d'être capable de le faire. Ça passe par des process, etc. Euh, Aujourd'hui, là où on en est après des années à faire ça, c'est que j'ai une personne qui s'occupe de notre YouTube. Donc, c'est un monteur. Donc, moi, je parle, ça me prend 20 minutes. Et ensuite, il va passer une semaine ou 2 semaines pour faire la vidéo. Ça, c'est YouTube. Et Instagram, on est en train de le recruter. C'est le poste clé qui est le plus utile après avoir testé plein de postes. C'est un, un content manager. Donc, c'est quelqu'un qui sait utiliser du contenu mais qui a une casquette réalisateur. Pourquoi? Parce qu'on est passé par un community manager. Le problème qu'on avait, c'est que le community manager, il est capable de prendre plein de contenu et d'animer une communauté avec. Mais quand tu n'arrives pas à produire du contenu en masse, bah, tu as un problème. Donc en fait, nous, on a décalé le curseur. Plutôt que d'apprendre à un community manager à produire des choses, j'apprends à un créateur de contenu à poster. Donc en gros, là, on va recruter un réalisateur. Ça va être un job en CDI, full-time, chez nous. Son obsession, ça va être de créer des reels. Donc faire une stratégie avec moi, définir quels reels, pourquoi, les faire. Et donc lui, il va les tourner, les monter, et je vais lui apprendre à les poster avec nos stratégies. La clé dans toute la délégation des réseaux sociaux, pour moi, un truc que je pense que le dirigeant doit garder, c'est la plume. Je vais rester la source. Je vais rester la plume. C'est-à-dire que, quitte à ce que ce soit un brouillon d'idées, je sais qu'on a un pote dans le mastermind, Gérald, qui me disait, bah, moi je prends des notes en vrac et j'ai un copywriter. Le copywriter sait comment je parle. J'ai pris mes notes en vrac, je lui donne mes notes en vrac et il en transforme des choses. Mais la source, c'est Gérald. Moi, je suis la source dans mon business. Et voilà, c'est un truc que j'ai observé chez tous les influenceurs ou tous ceux qui fonctionnent. La direction garde la plume. Chez Scalesia, je sais qu'ils bossent comme ça aussi. C'est les CEO qui écrivent eux-mêmes. Euh, une autre pépite, c'est que elle est super courte. Pour moi, la seule manière de réussir sur les réseaux sociaux, au-delà de la stratégie, de savoir ce qu'on fait et tout, c'est de s'éclater, c'est de prendre du plaisir. Et je vois trop de gens qui veulent juste réussir. Et c'est la même chose qu'en business. Si tu veux juste devenir riche, ça marchera pas. Par contre, si tu veux t'éclater, faire plaisir aux gens, donner de la valeur, ben étonnamment, c'est là où ça marche. Plus tu cherches le succès, moins tu obtiens de succès. Plus tu cherches à t'éclater, à faire plaisir aux gens, à donner de l'amour, à triper, enfin vraiment à rigoler, plus ça fonctionne. Euh, et allez, une petite dernière, c'est que comme je considère que c'est mon rôle d'être la plume, d'être la source, je réponds moi-même à tous mes messages et à toutes mes audiences. Ça me prend parfois un peu de temps, mais je sais je prends le pouls en permanence de tout mon marché, je sais ce que pensent les gens, quitte à répondre très rapidement, quoi. Voilà, 3 petites pépites pour inspirer les gens. Génial, génial, Steven. On en revient à finalement un truc qu'on a discuté, effectivement, d'être connecté à son marché, connecté à sa communauté, à son audience. C'est une bonne stratégie que tu partages. J'aurais aimé que tu termines ton dernier point par le jeu et s'éclater, parce que je crois que c'est un peu la composante commune de toi et Shubham. C'est le contenu, c'est un jeu, les plateformes, c'est un jeu. Si tu t'éclates pas, ça attire pas. Donc moi, j'aimerais peut-être terminer là-dessus cet excellent épisode. Pour tous ceux qui nous écoutent, hein, si vous avez aimé cet épisode avec Shubham et Steven,
Nous, on joue le jeu justement du podcast, et une façon que ce jeu soit gagnant, c'est que vous puissiez nous laisser une review sur la plateforme du podcast. Alors une review, c'est quoi? C'est un 5 étoiles et c'est un super commentaire, soit sur Spotify, sur Apple Podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et puis voilà, ça aide l'algorithme, ça le booste, et puis ça booste aussi un peu notre ego, hein, Shubham, Steven, hein, si on peut vous citer dans les commentaires. Donc voilà, à vos claviers, merci pour le soutien, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Top. Merci beaucoup. Merci.